mental, etc. Et puis chaque fois, cette vie, il faut monter aussi en vibration. Et ce grand être créateur, ce Dieu créateur, lorsqu'il a l'envie que ces ondes de vie reviennent à lui, c'est pourquoi il y a eu un arrêt à ce moment-là, reviennent à lui, avec la conscience ouverte, la conscience évoluée, en ayant fait l'expérience de la matière, et en l'ayant maîtrisée, et en l'ayant sacralisée. Donc je pense que c'est comme une vague, en quelque sorte, qui s'éloigne et qui revient en déposant ses alluvions. Donc c'est beau comme symbole, ce 7e jour. Et c'est vrai que ça peut correspondre à un retour aussi sur soi-même. Qui suis-je? Comment me connecter avec le divin ou les plans supérieurs, quels qu'ils soient? Et comment faire pour devenir meilleur, pour être plus utile, pour remplir ma mission sur la Terre? C'est, à mon avis, le vrai questionnement. Ah oui, moi, tout à fait. Indépendamment des prières avec des autres. Tout à fait, ce que je ressens. Oui. Pardon? J'ai fait cette semaine, j'ai passé cette semaine, comment j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, une sorte de conscience. Pour évoluer ensuite la semaine d'après. Voilà. Tâchez de devenir meilleur de jour en jour, de semaine en semaine. De toute façon, tenez, je vais vous laisser la caméra. Parce que je crois qu'en réalité, les sujets que nous abordons sont directement liés à l'astrologie, je sais pas. Tout à fait. C'est de l'astrologie. Oui, c'est ça sur la chaise tranchée. Oui, bien sûr, vous pouvez, hein, avec plaisir. Merci. Par contre, pour dézoomer, en fait, c'est... Vous ne touchez à rien, là, normalement. C'est des gros plans, alors. Hein. C'est un gros plan. Non, mais vous pouvez... Si je veux vous avoir tous les deux... Voilà. D'accord, c'est ici pour dézoomer. Okay. Non, mais mettez-vous plutôt là, ce qu'il y a... Parce que ça va être quand même... Moi, je préfère écouter, hein. Non, mais vous venez de parler, là. Oui, je parle un petit peu. Je préfère vous écouter. Donc là, nous allons commencer notre réunion sur l'astrologie, mais dans une optique, effectivement, liée éventuellement au religieux. Et là, il y a deux thèmes qui me paraissent importants. C'est la notion de cyclicité, qui est au cœur de certains commandements religieux, c'est-à-dire la cyclicité, c'est-à-dire quel est le moment où les choses reviennent à leur point de départ, et comment être en phase avec ce moment privilégié de l'involution, de la révolution, de la conjonction étant le retour d'un facteur à son point d'origine, et puis la notion de Pessar, c'est-à-dire aussi le moment où il faut partir, où il faut repartir, et là aussi ça correspond à un temps particulier. Il y a un moment où on ne peut repartir, ça veut dire justement revenir aussi au point de départ, c'est-à-dire revenir au moment où ce qu'on a pu accumuler, on le relativise, on le laisse derrière soi pour repartir à l'aventure. On parlait tout à l'heure de l'aventure, c'est aussi le mot venir, événement, advenir, devenir, aventure. Donc ce goût de l'aventure me paraît essentiel pour la pensée religieuse, et notamment pour la pensée religieuse juive. C'est la notion du Pessah, c'est-à-dire la notion de la sortie d'Égypte, c'est la notion du sionisme aussi, d'une certaine manière, l'idée que les Juifs se rassemblent pour aller vers un point déterminé, en un temps déterminé. Mais effectivement, le problème, c'est que cette approche cyclique, on s'aperçoit qu'elle est finalement pervertie par les pratiques socio-politiques actuelles. C'est perverti puisque dans le Shabbat à la synagogue, cette idée d'involution, c'est-à-dire de se démarquer de toute la manifestation, de tout ce qu'on a pu au cours de la semaine et au cours de la création, tout le déploiement, toute la délégation, toute l'expansion vers la matière, vers les aboutissements divers, etc. Le Shabbat devrait être un lieu, au contraire, on revient vers la nudité, vers l'originalité, et il y a des problèmes, parce qu'effectivement, est-ce que le Shabbat, est-ce qu'on peut parler, tout simplement, est-ce qu'on peut utiliser des objets, est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'il faut passer par l'apprentissage, la connaissance, tout ça c'est des domaines de l'avoir, c'est des domaines de l'apprentissage, alors que le Shabbat ce serait une sorte de point origine qu'il faudrait retrouver, nudité du texte, nudité de la parole, refus des objets, refus de tout objet quel qu'il soit, à la limite, refus de tout support
matérielle ou même intellectuelle, peut-être même, pour en revenir à une sorte de souffle fondamental. Communication par le souffle, et que je définirais par étant comme un souffle sonore qui est à réinventer, une sorte de musique du corps qui a été oubliée et qui aujourd'hui est considérée comme étant une sorte de profanation du sacré qui est le sifflement, alors que justement le sifflement devrait être précisément le mode de communication par excellence le plus shabbatique qui soit, et remplacer l'accès à la Torah avec cet objet, ces rouleaux de la Torah qu'on fait passer comme cela dans la synagogue, et qui sont... On a vraiment l'impression là qu'on est enfin, le veau d'or, c'est quasiment le veau d'or. C'est une sorte de... Parce que le veau d'or, c'est un peu ça, n'est-ce pas? C'est l'idée d'adorer quelque chose qui est matérialisé au lieu d'aller vers quelque chose qui est virtuel. Et en ce qui concerne les sionistes, ben, le problème, c'est qu'effectivement, entre la dynamique qui pouvait exister à la fin du XIXe siècle de repartir vers un lieu de ralliement, on en arrive quand même à des pesanteurs sociopolitiques où on nous dit qu'on est arrivé et que par conséquent, il n'est plus question de repartir. Et qu'au contraire, tous les juifs... Donc il y a une espèce de problème, c'est-à-dire que... alors, est-ce qu'il faut... Donc, il faut être toujours capable de repartir et de recommencer. Il ne faut pas dire « je suis arrivé une fois pour toutes », parce que si je suis arrivé, on ne retrouve pas l'esprit du Shabbat. Parce que c'est-à-dire que je suis dans le déploiement, je suis dans l'aboutissement, et donc quand je suis dans l'aboutissement, je ne suis plus disposé à retrouver cette espèce de virtualité initiale, qui est d'ailleurs très importante chez les philosophes, c'est le passage de la puissance à l'acte, retrouver le stade de la puissance, de la potentialité, de la virtualité, et se méfier de la... Et je terminerai en disant que nous sommes dans une écologie évidente, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire le Shabbat serait un discours écologique. Méfions-nous de la matière, méfions-nous de la machine, méfions-nous de la technique, non seulement, comme on dit aujourd'hui, parce qu'elle induit, elle abîme la nature, et puis elle crée des conditions dans l'environnement qui sont détestables, mais aussi parce qu'elle nous aliène psychiquement, mentalement, et surtout qu'elle introduit la contrefaçon, elle introduit le faux, à tous les niveaux. La technique est l'instrument même de la falsification. C'est-à-dire que la technique nous permet de mentir, permet de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, permet de masquer une incapacité. C'est-à-dire que la technique est quelque chose qui a été inventé pour pallier les déficiences de l'être humain. Quand par exemple, je sais pas, quelqu'un ne peut plus marcher, c'est normal de lui donner un outil pour marcher, mais c'est devenu la norme. Ce qui aurait dû être réservé à l'accident, à l'incident, à des populations qui sont touchées par, dans leur corps, les choses ne fonctionnent plus. On voit maintenant des gens qui sont parfaitement sains d'esprit et de corps, et qui recourent néanmoins massivement à la machine. Solution de facilité. Voilà, et je donne l'exemple, je terminerai là-dessus, pour que, de toute façon, notre débat, donc c'est pour Téléprovidence et sur l'astrologie, mais enfin, c'est une façon d'aborder un petit peu différemment le problème. Le simple fait que la maman lise un conte de fées pour sa petite fille, la petite fille voit sa maman lire le livre, elle voit bien que le livre est un truchement entre elle et sa maman. Et donc elle se dit, quand je saurai lire, eh bien je pourrai être maman, parce que je saurai lire. Et là, il y a toute une mystification là, qui se met en place très très jeune. Le simple fait que la mère lise, ait un objet pour communiquer avec son enfant, c'est déjà un problème. C'est-à-dire que c'est une façon il y a une sorte de substitution qui se fait. C'est-à-dire que on est dans un monde où finalement l'enfant très rapidement ne sait même pas ce que ça veut dire. Va se précipiter, va se dépêcher de maîtriser les outils et ne saura plus exactement ce qu'il a en lui, en fait, ce qu'il est capable de produire par lui-même. Ce que j'appelle la sécrétion. Et ce n'est que au moment, beaucoup plus tard, lorsqu'il connaîtra les rapports sexuels, lorsqu'il connaîtra la procréation, qu'il retrouvera un petit peu de cette magie de la sécrétion, quelque part, mais pendant toute la période de l'enfance et de l'adolescence, il va être dans l'aliénation totalement. Voilà, donc je suis en compagnie de Cléa et de Marc Cohen, et de Lucille, et nous allons parler d'astrologie, et je voudrais donc poser des questions à Marc Cohen sur la conférence qu'il vient de donner.
à savoir le rapport entre astrologie et Kabbale, notamment au niveau de la théorie du passage justement des astres à l'homme. Parce que quelque part, vous êtes un spécialiste un peu de la notion de médiation, comment les choses passent d'un plan à un autre. Donc par conséquent, est-ce que dans l'état actuel, en 2008, en ce mois de juin 2008, est-ce que vous êtes en mesure d'élaborer une théorie qui nous explique comment on passerait de Dieu aux hommes ou des astres à l'humanité? Enfin, je sais pas. Comment vous gérez la notion de passage des énergies et des influences entre le haut et le bas? Alors, c'est un bien grand mot de dire que je serais capable de le faire. J'essaye en tout cas de pouvoir édifier une théorie. Elle s'appelle astrovolution. Elle existe déjà, elle est encore embryonnaire, elle est très complexe, mais pas compliquée. Vous savez que complexe veut dire ramifié, compliqué veut dire inextricable. Donc elle n'est pas compliquée, elle est complexe. En revanche, elle existe. Donc le passage de Dieu à l'homme, ou de l'homme à Dieu, inévitablement par le biais de la Kabbale et l'astrologie, existe. Le problème, c'est qu'on en a fait n'importe quoi, et elle est devenue n'importe quoi, cette thèse. Donc je suis en train de la remanier, et je suis en train de la remettre au goût du jour. Peut-être qu'un jour, un écrit sortira là-dessus. C'est probable d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais je suis plutôt un homme de la parole qu'un homme des écrits. C'est une constatation. La télévision convient bien. Il faut trouver un scribe qui soit capable de scriber sans me déformer. Tout à fait. Voilà. Mais ça existe. Alors, ce que l'on appelle les planètes en Kabbale, en opposition avec ce qu'on pourrait appeler les planètes en astrologie, par exemple, c'est tout simplement l'émergence d'une énergie à un moment donné de l'arbre de vie. Dans la conférence que j'ai donnée tout à l'heure, j'ai brossé très rapidement, c'était une conférence sur l'angéologie, j'ai brossé très rapidement les prémices de l'arbre de vie. Mais dans une conférence antérieure, au même endroit d'ailleurs, et pour les mêmes causes, j'avais donné une définition plus réelle. C'était une conférence de Kabbale et j'avais donné une idée de ce que pouvait être l'arbre de vie. Mais je suis toujours resté extrêmement laconique là-dessus, parce que ce que je pourrais en dire nécessiterait 3000 ans de conversation. L'arbre de vie est un sujet absolument inépuisable. Mais si on considère que l'arbre de vie, c'est en 10 mouvements la parole de Dieu sur terre, le décalogue, si on considère que l'arbre de vie, c'est en 10 mouvements la réception de cette parole par l'homme, si on considère que l'arbre de vie, c'est 3 niveaux de passage de ces énergies, alors on peut considérer que l'arbre de vie se situe en l'occurrence, par des sphères énergétiques. Et ces sphères énergétiques peuvent être considérées comme des endroits où l'on voyagerait pour arriver à un but par rapport à un point de départ. Si le point de départ c'est l'homme et on veut aller à Dieu, ces sphères énergétiques seraient des endroits, des paliers où l'on transiterait et où, évidemment, on prendrait l'énergie nécessaire pour aller au palier suivant. Il est évident que si on considère que l'homme, pour aller à Dieu, va voyager dans un espace intersidéral, alors les planètes seront les points d'émergence d'un lieu à la fois de repos et de travail, pour aller dans un autre point palliatif, pour pouvoir enfin arriver au but. Si on prend dans l'arbre de vie l'endroit de départ pour l'homme, par exemple la Terre, la Séphira Malchut, on va nécessairement passer par Yesod, qui sera la Lune, et pour aller de la Terre à la Lune, il y aura un travail à faire. Ce travail va nécessiter une énergie. Pour accomplir cette énergie, la dépense de cette énergie, il va falloir apprendre et comprendre certaines choses. On va passer par un sentier, et ce sentier, nécessairement, est un endroit où on peut rencontrer des obstacles.
Et c'est un endroit où, de manière rédhibitoire, on peut être soumis à une sentence. Donc, automatiquement, on va avoir de la souffrance. Donc, un sentier qui va de Malchut à Yesod, c'est-à-dire qui va de la terre à la lune, est un sentier, comme tous les autres, plein d'embûches, plein de leçons à comprendre. Et nécessairement, pour aller de la terre à la lune, il a fallu, pour les Américains notamment, maîtriser la mécanique céleste, maîtriser la science des fusées, etc., etc. Donc on va faire rentrer des notions énormes comme des notions de biologie, comme des notions de biophysique, comme des notions de mécanique céleste et comme des notions de physique fondamentale pour arriver d'une planète à une autre. Eh bien, dans l'arbre de vie, c'est la même chose. Si on considère que Yesod est un passage obligatoire pour monter vers Keter, c'est-à-dire Dieu, on va nécessairement passer de la Terre à la Lune. Pour aller aux confins du système solaire, la planète Pluton, on est obligé de passer par les autres. Donc, on va considérer que dans l'arbre de vie, le passage d'une séphira à une autre, c'est le passage que l'on prendra pour voyager d'une planète à une autre, exactement comme si on faisait un voyage intersidéral. Donc, la montée en conscience d'un être humain assujetti à la traversée des sphères énergétiques dans l'arbre de vie n'est rien d'autre qu'un voyage intersidéral qui nous mènera de la Terre aux confins de l'univers qui était considéré comme étant le système planétaire. Alors, je voudrais quand même apporter une contradiction à ce niveau-là. C'est le problème du récepteur. Hein. Donc effectivement, le récepteur, il n'est pas si passif que ça. Le récepteur, il choisit. Alors la question, et c'est là une question que je vous posais. Le récepteur, il ne peut pas être influencé par n'importe quoi. Il détermine en quelque sorte à quoi il est disposé à réagir. Donc il y a deux théories en astrologie à ce niveau-là. Il y a ceux qui considèrent que les astres constituent un système, une structure qui va s'imprégner ou s'imposer à l'être humain, telle qu'elle est déjà prédéterminée. Et l'autre théorie, que moi je défends depuis déjà plus de 20 ans, à savoir que c'est le récepteur humain qui choisit les signaux auxquels il va accorder de l'importance et par rapport auxquels il va conformer sa vie. C'est-à-dire qu'il se donne à lui-même sa propre loi, en puisant bien entendu dans les lois cosmiques, mais il ne peut pas se plier à la totalité du cosmos. Il est obligé de choisir, parce que la côté du cosmos, ce serait une sorte d'anarchie, ce serait une sorte de pléthore, il y aurait constamment des choses qui se produiraient, etc. Alors on sait très bien à quel point l'astrologie peut être envahie par cette infinie possibilité de combinatoire, de cycles qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, etc. Donc je crois que le récepteur détermine l'émission à laquelle il est disposé à réagir, il instrumentalise l'émetteur, il instrumentalise le matériau auquel il va se plier, et je ne sais pas si cette idée-là fait partie de votre mode de réflexion, M. Cohen. Il fait partie de mon mode de réflexion. La dimension extrêmement active du récepteur, qui en fin de compte et d'ailleurs, dans l'édition que nous avons eue, on s'aperçoit à quel point il y a une très grande ambiguïté dans ces notions de récepteur et d'émetteur. En fin de compte, le récepteur est émetteur quand il transmet, puisqu'il a reçu, mais après il va transmettre. Le récepteur est émetteur parce que quelque part il détermine la fonction d'émission à laquelle il va lui-même accepter de répondre. Si par exemple une femme, elle va être réceptrice, mais encore, elle va peut-être choisir celui qui va émettre. Elle va choisir celui qu'elle va recevoir. Donc celui qui reçoit, il choisit celui auquel il va servir de réceptacle. Donc c'est pour ça que ces notions d'émetteur-récepteur sont extrêmement ambiguës en réalité. Il faut l'assumer. Et dans le cas de l'astrologie, je pense qu'il faut avoir une conception très dialectique. C'est-à-dire qu'il faut dire, je crois d'ailleurs que l'astrologie est en crise à cause de ça aujourd'hui, parce que, au lieu de nous demander de quelle astrologie l'humanité a besoin, ou quelle est l'astrologie que l'humanité a pu élaborer au départ, quels sont les besoins que l'humanité a en termes de cosmos, en termes de planète, eh bien, on nous dit maintenant, on découvre à profusion des planètes, des ceci, etc. Et tout ça, bien évidemment, d'office, doit être utilisé pour l'astrologie. Il y a des règles dans tout ça, elles existent de toute éternité.
réalité. Excusez-moi, hein, j'interviens. Mais vous êtes là pour ça. Nous avons besoin, à notre époque, nous entamons l'ère du Verseau, et nous avons besoin d'une autre astrologie. Jusqu'à présent, la plupart des astrologues se sont branchés sur l'astrologie de la personnalité, et l'astrologie est faite pour une autre dimension aussi, mondiale, universelle, etc. Alors, les planètes, vous en parliez tout à l'heure, les planètes sont des êtres vivants, même titre que nous sommes des êtres vivants, que la Terre est un être vivant, que le cosmos est un être vivant. Les planètes sont reliées à nous par des énergies qu'on appelle des rayons. Bon, ces rayons, on en a eu la grande information et la grande découverte avec l'enseignement récent relativement des maîtres qui ont réouvert pour nous les livres de la vie, de la sagesse et de la connaissance, en nous transmettant un enseignement qui avait été perdu depuis des millénaires. Or, il s'avère que ces vagues de vie dont je parlais tout à l'heure, dont nous faisons partie, sont en train de remonter, c'est-à-dire nous avons, enfin, une partie du règne humain a terminé le chemin de la descente, le chemin de l'aller en quelque sorte, a touché le fond du matérialisme, en a eu assez et commence à remonter. Et dans ce quatrième règne humain, arrive tout doucement à émerger un cinquième règne, le règne des gens qui ont l'âme éveillée, qui ont l'âme ouverte. Donc maintenant, il faut aller vers une astrologie, puisque tout est en cours d'évolution, l'astrologie évolue avec le reste. On découvre de nouvelles planètes, on découvre de nouvelles énergies, on est à l'ère de l'énergie, donc il faut un peu parler d'énergie. Et ces planètes, étant des êtres vivants, vont influencer spécifiquement, dans le thème courant, disons, de la personnalité, vont influencer ceux qui en sont au niveau de la personnalité. Et lorsque l'être passe au niveau de l'âme, ce ne sont plus les planètes qui l'influencent, ce sont les constellations zodiacales. Et lorsqu'il passe encore plus haut au niveau de l'esprit, là c'est vraiment la minorité des minorités, c'est-à-dire c'est le sixième règne, c'est plus le cinquième, à ce moment-là, ce sont les constellations inégales, célestes, qui l'influencent. C'est pourquoi il y a trois sortes de régents dans cette astrologie. Il y a le régent de la personnalité, le régent de l'âme, le régent de l'esprit, et ça n'est pas le même. Et dans la Kabbale, justement, tout ça est contenu. Il faut simplement décortiquer et trouver l'essence des choses. Et tout se tient, tout se rejoint. Alors, ces vagues de vie qui sont parties en évolution, depuis des millénaires, certains, dans leur règne humain, sont en train de remonter à leur source. C'est là que c'est passionnant, parce que ceux-là vont en entraîner d'autres, qui vont en entraîner d'autres, qui vont en entraîner d'autres. Et les planètes agissant par des rayons et par des énergies, lorsqu'elles passent et qu'elles repassent dans le thème, qu'elles forment des aspects avec d'autres planètes, vont éveiller des états de conscience, et non plus des événements. Mais des états de conscience. Par exemple, un accident à la tête, on aura une révélation, qui est aussi un accident à la tête, mais sur un plan plus élevé. Et puis, peu à peu, une nouvelle conscience va émerger. Pour ça, il faut que les astrologues se remettent un peu en question, qu'ils acceptent de passer au-delà de l'astrologie de la personnalité, qui n'est pas fausse, mais qui commence maintenant à être affamée d'une autre dimension. On en a fait le tour. Donc, il est temps que les choses évoluent. Avec l'ère du Verseau, on arrive à l'ère des révélations, donc maintenant on veut des vérités. Et on veut des vérités humaines, on veut des vérités mondiales, on veut des vérités cosmiques, on veut la vérité. Et la vérité, elle est verticale, elle n'est pas horizontale. C'est toute la différence entre l'âme, qui veut monter, et la personnalité, qui veut stagner. D'où la crucifixion dans la matière. Oui, alors écoutez, donc moi, je crois effectivement je suis en désaccord avec vous sur le plan, sur l'importance que vous accordez. Alors c'est un thème qui est très récurrent, cette idée qu'il y a des nouvelles planètes qui correspondraient à un nouvel état de conscience. Je n'ai pas parlé de nouvelles planètes, ce sont les mêmes planètes. Enfin, ce sont les planètes qu'on découvre. Non, ce sont les planètes, les 7 planètes sacrées. Ah oui, d'accord, c'est d'accord. Les 7 planètes sacrées. Voilà, donc vous ne vous intéressez pas aux nouvelles planètes. Non. D'accord, très bien. Alors, donc effectivement, moi, même par rapport aux 7 planètes, je ne suis pas d'accord. Je préconise une forme de monothéisme astrologique. C'est-à-dire, je préconise l'idée d'un seul signal. C'est-à-dire que le signal unique, le retour au signal unique, et ça c'est un autre point essentiel que alors effectivement, parmi les 3 grands thèmes que je propose au niveau religieux, il y a le phénomène du Shabbat, le phénomène du Pessah et le phénomène du monothéisme. Ce sont ça s'articule autour de ces 3 grands piliers, et le phénomène du monothéisme, lui aussi, a une signification astrologique, car le phénomène du monothéisme, c'est justement la question de savoir qu'est-ce qui, au niveau... le monothéisme, ça veut dire je choisis dans l'univers
le signal qui fera sens pour nous, en tant qu'être humain. Je choisis la loi majeure à laquelle je ne vais pas me disperser dans une diversité de pôles d'attraction, de pôles d'émission. Je vais choisir une seule et unique source de signification. Oui, justement, la remontée vers le pôle unique. Tout à fait. Alors le pôle unique, ça veut dire la planète unique. Si, alors justement, je précise, donc, quand je dis la planète unique, c'est une façon de parler, mais parce que pour moi, je ne sais pas si vous êtes au courant de mes travaux là-dessus, moi je travaille sur une seule planète, mais qui rencontre un certain nombre d'étoiles fixes. Donc il y a la dualité, il y a une seule planète, que j'appelle Marduk en fin de compte, parce que Marduk, c'est le dieu babylonien qui est le précurseur du monothéisme, puisque c'est le dieu babylonien qui décide en quelque sorte de s'emparer de toutes les fonctions de tous les autres dieux. Hein, et quand on dit Jupiter ou Zeus, en réalité, on oublie de dire qu'en réalité, il n'est pas simplement le maître de l'Olympe, il est le Dieu. Il est le Dieu qui s'approprie et qui est capable de faire tout ce que les autres dieux font, qui a confisqué toutes les fonctions spécifiques. Donc, cette notion-là, elle est... Alors, il y a deux temps. Il y a un temps de l'involution où on revient vers l'unité, et il y a un temps, évidemment, de l'évolution où cette unité se dissout, et elle se partage, et elle se diversifie. Et là, effectivement, on est dans le pluralisme. Mais on est constamment dans une sorte de dialectique, pluralisme du manifesté, pluralisme du déploiement dans le réel, et puis à un moment donné, par un processus cyclique, eh bien à ce moment-là, on revient vers l'unité. On revient vers l'unité, c'est-à-dire le non manifesté, et par conséquent, ce que je reproche aux astrologues, c'est de ne pas penser cette dialectique, à savoir qu'il y a la conjonction qui est, quand il y a une planète qui revient à sa position sidérale d'origine, donc elle termine son cycle, elle revient à un point sidéral particulier qui pour moi est lié à une référentielle stellaire, que je précise, mais bon, ce n'est pas le débat ici pour l'instant. En revanche, dès que cette conjonction se défait, effectivement, alors là, il n'y a plus cette espèce de pôle de centralisation, de pôle d'attraction, et à ce moment-là, on est dans la diversité, et on est dans l'individualité, dans le pluralisme. Et c'est constamment comme ça. Donc effectivement, il y a un temps pour prendre l'expression de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour retrouver l'unité, et puis il y a un temps pour assumer la diversité extrême, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, puisque moi je m'intéresse beaucoup au féminin et au masculin, le temps du masculin, c'est le temps du retour à l'unité, et le temps du féminin, c'est le temps de la gestion de la manifestation, et de l'aboutissement de cette manifestation sous les formes les plus diverses, les plus colorées, et les plus contrastées, en quelque sorte. C'est l'inspire-expire, finalement. Voilà. Chacun vit à sa manière. Alors vous, Lucille, vous êtes un peu, vous ne connaissez pas l'astrologie ou... Non, non. Donc vous, on aimerait bien, parce que j'aime beaucoup dans les réunions qu'il y ait toujours quelqu'un comme ça qui débarque un petit peu, qui soit un peu la naïf de service. Ah, oui, mais moi, on Alors, est dans des depuis- endroits tout à fait différents. Alors, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur ce qui a été dit là? Non, je trouve que c'est très intéressant. Je trouve ça très Oui, mais enfin, est-ce que vous avez une réaction, un commentaire à nous faire à ce stade de la discussion? Non, pas spécialement, non. Non. Désolée. Donc, je crois que J'apprends. le religieux et l'astrologique peuvent être tout à fait conciliés. Et quand je dis religieux, je parle aussi bien du monothéisme, de l'association Qui judéo-chrétienne. relie le religieux. Qui relie mieux que l'astrologie. Voilà, c'est cela. Mais le problème, c'est que nous avons quand même... alors, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de tradition, le poids de la tradition. Le poids de la tradition, avec tout ce que ça peut avoir, justement, de sclérosant et de cristallisant. Est-ce que cette tradition astrologique, telle qu'elle nous est transmise, est-ce qu'elle n'est pas corrompue? Est-ce qu'elle n'est pas déformée? Vous disiez tout à l'heure dans votre conférence que la corruption, c'est-à-dire quand un mot n'est plus prononcé comme il fallait ou comme il était à l'origine. Moi, je crois qu'effectivement, je suis très méfiant à l'idée de toute idée de progrès, en fait, dans notre domaine. Le progrès, c'est peut-être un progrès le progrès, ça consiste parce que je crois que, malgré tout, nous sommes extrêmement marqués par nos ancêtres. Nous sommes extrêmement marqués par les lois
les lois que nos ancêtres ont fixées, qui ne sont pas forcément restées conscientes, mais qui sont dans notre subconscient, qui nous sont transmises, même je dirais génétiquement. Je pense que de la même façon que nous naissons avec cette faculté de parler, nous naissons aussi avec une certaine sensibilité aux astres, une certaine sensibilité à capter certains signaux. Et vous parliez tout à l'heure, Cléa Dorfel, de la nécessité de changer la philosophie de l'astrologie. Pas de changer, d'ouvrir. D'ouvrir, simplement d'ouvrir. Voilà, mais l'astrologie maintenant est comme le robot rouge qui se mord la queue. Oui. Et le but fondamental de l'astrologie, c'est de dépasser l'astrologie. Oui, alors justement, alors c'est là que j'aimerais qu'on approfondisse, parce qu'effectivement, moi je suis tout à fait en désaccord avec les pratiques astrologiques actuelles, et notamment le thème natal. Le thème natal, alors là aussi je risque de me faire tuer. Le thème natal, je considère qu'effectivement c'est l'expression même d'une astrologie qui se centre sur la spécificité individuelle. Et je crois à une astrologie du collectif, c'est-à-dire une astrologie du cycle collectif qui est vécue ensemble. C'est-à-dire que actuellement, il y a une prévision individuelle. La prévision individuelle, c'est-à-dire que chacun a des événements, a des échéances qui se produisent à différents moments, selon son thème natal, selon les transits, selon l'âge, etc. Bon. Moi, je crois au contraire... Comment ? Elle n'est pas faite pour ça. Non, mais justement, elle n'est pas faite pour ça, on est bien d'accord là-dessus. Pour l'instant, on a l'air d'être d'accord, mais jusqu'à un certain point. Mais je crois au contraire à une astrologie du collectif, c'est-à-dire des cycles cosmiques que nous vivons tous ensemble, quel que soit notre thème astral, quel que soit notre âge. Nous sommes à un moment donné, X par exemple, actuellement, nous sommes sous une certaine configuration qui est vraie pour tout le monde, mais avec ce bémol, malgré tout, que, enfin là j'expose mon idée, qu'il y a deux variables qui vont interférer, qui sont les deux grandes variables que je considère qu'il faut combiner avec l'astrologie proprement dite, c'est le sexe et le statut, le sexe, l'âge et le statut socio-professionnel, socio-culturel. Pourquoi ? Parce que, on a dit, si effectivement l'astrologie nous parle du manifesté et de l'involution, eh bien il y a des êtres qui sont plus en phase avec l'involution, plus en phase avec l'émission initiale, et des êtres qui sont plus en phase avec sa forme comme ça de l'aboutissement et donc de la diversification. Et par conséquent, si on est dans une phase d'involution, il y a certains êtres qui ne sont pas qui ne sont pas favorisés par cette phase-là, et si on est dans une phase d'hyper-diversification, eh bien les êtres qui sont marqués par l'involution ne seront pas non plus à leur aise. Donc ça c'est un point important. Donc je crois qu'il faut tenir compte de facteurs non astrologiques, ou plus exactement l'astrologie doit s'intéresser à des facteurs qu'on considère comme étant extra-astrologiques. Je considère que être un homme ou une femme va déterminer notre rapport aux astres, de la même façon que, alors j'emploie une dialectique qui est un petit peu choquante peut-être pour certains, selon qu'on est un grand ou un petit personnage, on ne sera pas non plus traité de la même façon par les astres. C'est-à-dire que le grand personnage, c'est celui justement qui globalise, n'est-ce pas, qui est au sommet et qui par conséquent dirige, on peut penser au président de la République, n'est-ce pas, qui est omniprésent, omnipotent, etc. Et le petit personnage, lui, il existe parce qu'il occupe un petit créneau, avec une petite technique, avec des petites connaissances, et évidemment, il y a une rivalité, et ce petit personnage, il est dans le domaine de la manifestation, il est dans le domaine de l'hyper-diversification, alors que le grand personnage, il est dans le domaine de l'involution. Donc il faut tenir compte... moi, quand je donne des conseils en astrologie, je considère ces deux facteurs-là, étant entendu que autant le facteur sexuel est un facteur fixe, autant le facteur socio-culturel et professionnel est un facteur variable. Un petit personnage, quand un enfant de 10 ans, il ne sera pas un grand personnage, sauf s'il est le roi de je ne sais quoi. Enfin, je veux dire qu'il y a des âges où c'est difficile d'être... Il y a toujours un moment où on bascule de l'un à l'autre. On peut basculer d'un statut de petit à un statut de grand. Bon, ça s'est vu à plusieurs fois. Il y a des gens qui, par leur ascension sociale, changent de statut. Donc il y aurait donc deux facteurs, un invariable qui serait le masculin, encore qu'on puisse être dans la transsexualité. Je ne sais pas si ça aurait des effets véritablement
majeur, ou bien en tout cas il y a une circulation, l'ascenseur social, il y a des phénomènes de réussite sociale qui font que l'individu passe d'un état de quelqu'un de marginal et de spécialisé, et d'hyper spécialisé dans un domaine bien particulier, à un personnage qui supervise, qui dirige, et qui par conséquent ne sera plus dirigé et favorisé par les mêmes configurations que celles qui le favorisaient ou le dirigeaient précédemment. Voilà. Donc, alors, est-ce que je vais interroger à nouveau Marc-Aurèle sur la question du masculin et du féminin? Est-ce que vous considérez que l'astrologie doit tenir compte du masculin et du féminin, et de quelle façon? Oui, je considère que l'astrologie doit tenir compte du masculin et du féminin, en ce sens que dans l'astrologie, on est aussi dans la science des contenus et des contenants, on est dans la science des rapports entre toutes choses, notamment entre un être humain et un autre, entre un être humain et Dieu, etc., etc. Et on est, bien entendu, dans la science de l'émission et de la réception. On est dans la dialectique de savoir si, oui ou non, un émetteur en est un tant qu'il n'a pas commencé à émettre. Un récepteur en est-il un tant qu'il n'a pas encore reçu le signal? Et qu'est-ce que c'est que ce signal? Donc inévitablement, on va se retrouver avec des polarités inversées à tous les niveaux, et chaque polarité inversée fera partie du yin et du yang, donc du masculin et du féminin. L'animus et l'animal. Animus et animal. Oui, mais effectivement, vous-même vous donnez des consultations astrologiques, ou enfin, sous une forme ou sous une autre? Sous une forme ou sous une autre, oui, mais assorti de beaucoup d'autres sciences. Pas essentiellement astrologique. Non. Non. J'englobe l'astrologie, et particulièrement l'astrologie kabbalistique, dans ma consultation de fond, mais sans pour autant prétendre que c'est de l'astrologie au sens conventionnel du terme. Alors qu'est-ce que recouvre l'expression, enfin, l'astrologie kabbalistique, dans votre enseignement? Dans mon enseignement, notamment, une consultation qui comporte aussi de l'astrologie kabbalistique va comporter la façon, va supposer comprendre la façon dont l'être humain va se situer par rapport à l'arbre de vie, en rapport avec évidemment des notions fondamentales comme sa date de naissance. Donc automatiquement, une date de naissance va inévitablement imprimer à l'être une conformation, et cette conformation, dans l'arbre de vie, va prendre tout son sens. Alors, cette date de naissance, excusez-moi, cette date de naissance ne va pas forcément déboucher sur la consultation des éphémérides. Ce sont les chiffres mêmes de la date de naissance ou le nom de la personne? Enfin, soyons un peu plus clairs là-dessus. Ça peut être en rapport avec les éphémérides si son arbre de vie est mis en relation avec d'autres arbres de vie. Nécessairement. Il faut toujours un système référentiel. Mais ça peut relever aussi de la numérologie. Éventuellement, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est que les éphémérides? C'est les répétitions cycliques, automatiquement. Donc, à partir du moment où on est dans un système référentiel, tout ce qui a un début a une fin, et inévitablement, on se trouve dans un système d'éphémérides. Les éphémérides ont déjà été calculés, on n'a pas besoin de les récalculer. Et si on repositionne des systèmes énergétiques comme les séphirotes, appartenant au sujet dans un système référentiel existant, tout simplement en prenant une séphira comme fait et cause pour une planète, je vais automatiquement donner une appartenance à une éphéméride. Alors, je voudrais vous interroger sur la question de comment... Bon, j'aurais voulu que Cléa soit avec nous, là. On peut l'attendre. Vous pouvez mettre pause. Et ça, voilà. C'est ici? Et puis là, oui. Voilà. Alors je fais quoi? Je Faites sais, rien, vous faites rien. Je fais rien. Vous bougez, vous visitez, vous filmez, vous suivez les gens, la parole. J'ai rien à faire? Non, rien. Tu vis simplement. Vous savez que ce qui est filmé, c'est ce qui est sur l'écran. Oui. Donc vous assurez que ce qui est sur l'écran est intéressant. Ah, Que par conséquent, quand moi je parle, vous ne filmez pas Cléa, par exemple, et inversement. Ben, je vais avoir du mal, hein, Pourquoi? à filmer Cléa. Pourquoi? Mais vous tournez la caméra? Oui. Non, mais- Oui. Attendez, ne me D'accord, provoquez oui. pas. Bon. Bon, ça a été déjà fait une fois. Hein. Bon. Allons-y. Alors, donc, nous disions que... je reviens sur cette notion du cycle. Moi, on a été interrompu tout à l'heure
à propos de l'abandon d'une astrologie hyper individualisée pour une autre astrologie sur laquelle on est en train de réfléchir. Bon, je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec Léa. En tout cas, le principe me paraît bon, c'est-à-dire de passer à autre chose. Et effectivement, et puis je voudrais rebondir un peu sur ce que nous dit Sarah, c'est-à-dire la complexité de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie est complexe? Alors, on a dit, elle est complexe et à la fois elle ne l'est pas. Et là en plus, je dirais même, quand elle est complexe, ça n'est pas vraiment de l'astrologie. Parce que justement, c'est ce que j'appellerais de l'astrologie éclipsée. Pourriez-vous, excusez-moi, donner une définition concrète de l'astrologie? Enfin, parce qu'on dit qu'elle est complexe, qu'elle est simple, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. Justement, c'est ce que j'allais faire. Ne vous inquiétez pas, je vous ai. Tant qu'on parle d'astrologie, Bah oui. Voilà. Il y a l'astrologie et il y a l'absence d'astrologie. Tout comme il y a le jour et l'absence de jour qui est la nuit. Donc, le problème, le piège, c'est de vouloir expliquer par l'astrologie ce qui n'en est plus, ce qui n'en est pas. Et c'est là le problème, c'est qu'effectivement, ce qui n'en est pas, quand on est dans un champ où l'astrologie s'est retirée, on en parle dans le judaïsme de l'exil de Dieu, de l'exil de la parole, quand le signal conjonctionnel puissant ne s'entend plus, ne se fait plus entendre, ce signal de ralliement, ce signal qui nous ramène vers les hauteurs, qui est vraiment là l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie, pour répondre à votre question, c'est le moment où l'astrologie se fait entendre et se fait sentir, c'est le moment où, quelque part, toutes les énergies vont converger. Donc c'est un moment très simple. C'est le moment où tout d'un coup, tout le monde va revenir vers l'unité. En revanche, quand ce signal se dissout, se défait, eh bien, par la des choses, à partir du moment où le signal se défait, ça veut dire que l'astrologie aussi se défait. Parce que l'astrologie, c'est la science de ce signal de rassemblement. Donc quand le signal de rassemblement, quand cette conjonction entre différents facteurs, on ne va pas revenir là-dessus, n'est plus là, ne permet plus à l'humanité de se polariser vers une seule et même activité, on a une sorte de dislocation, de démantèlement de l'ordre astrologique, et c'est là qu'est le paradoxe, c'est qu'effectivement... C'est impossible. Tout continue à fonctionner dans l'ordre et dans le rythme. Voilà. Alors Il justement... peut y avoir des démantèlements, sinon on ne serait plus là pour le dire. Attendez, alors justement, c'est là que je voudrais engager le débat, Cléa, parce que moi je parle de Rapproche-toi un petit peu si tu veux. Oui. Oui. C'est là que je voudrais engager le débat, c'est là que je vous attendais. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un débat qui, à mon avis, est plus ou moins un débat entre les femmes et les hommes astrologues. Excusez-moi d'avoir cette espèce de polarisation. Oui, en tout cas, ça. ça c'est vous qui le dites. Oui. Parce qu'avant de dire que ça n'a rien à voir, il faut déjà s'entendre sur ce qu'on entend par le masculin et le féminin. Donc il faudrait savoir, il ne faut pas mettre le... L'astrologue est androgyne, le vrai astrologue Oui, est d'accord. forcément androgyne. Eh bien, en tout cas, ce que vous dites n'est pas spécialement androgyne, je peux vous l'assurer. Ah bon. Donc, effectivement, lorsque la lumière astrale se faiblit, parce qu'il y a une sorte d'assombrissement de la lumière astrale, on tombe à ce moment-là dans le monde de la diversité. Puisque, effectivement, il n'y a plus rien qui permette à cette diversité de se dépasser et de se réunir, donc on retombe dans la diversité. Et cette diversité, ce n'est plus de l'astrologie. Cette diversité n'est plus de l'astrologie, puisque justement, l'astrologie est là pour apporter l'unité. Vous voyez, ça fait quoi ce qu'on disait tout à l'heure. Donc l'astrologie est là pour l'unité, donc l'astrologie est très simple. Mais il se trouve qu'il s'est élaboré une astrologie, qui est une sorte d'astrologie des ténèbres, qui va justement s'efforcer de rendre compte de cette diversité. Mais ce n'est pas du tout sa fonction au départ. Donc en fin de compte, l'astrologie s'est engagée dans une voie suicidaire, qui est celle de vouloir rendre compte, au nom de l'astrologie, ce qui est paradoxal, au nom de l'astrologie qui est un discours de l'unité, de rendre compte par l'astrologie de la diversité. Et le problème, c'est que c'est possible. Ou du moins, c'est apparemment possible. Puisque précisément, c'est comme le passage du monothéisme au polythéisme. Effectivement, on peut toujours trouver des repères et des relais à la diversité. Et la preuve en est, c'est qu'on a toutes les planètes. On a donc le ciel se prête idéalement à l'idée d'une diversification extrême de la possibilité de l'astrologie, que l'astrologie aurait de rendre compte de cela. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, l'astrologie est construite justement par le choix d'un signal.
C'est-à-dire qu'elle prend l'ensemble du cosmos et elle choisit pour l'humanité le signal déterminant. Bon, donc si on remet en question ce choix qu'elle a fait, en effet, on se retrouve avec la pluralité des planètes, la pluralité des facteurs, etc. Mais c'est là le problème, c'est qu'à ce moment-là, on tombe dans ce que j'appellerais l'astronomie. Alors c'est intéressant, c'est-à-dire que l'astronomie, c'est l'opposé de l'astrologie. On dit souvent l'astrologie, l'astronomie, c'est la même chose. Pas du tout. L'astronomie, elle nous parle de la totalité des choses. Elle a comme cahier de charge de rendre compte de tout ce qui existe dans le cosmos. Bon. Alors que l'astrologie, elle a une autre fonction totalement différente. Elle va choisir dans cette espèce de fouillis astronomique, fouillis des combinaisons innombrables. Parce on peut fixer un nombre de signaux. On peut dire qu'à chaque fois que telle planète est à tel endroit, à tel degré, etc., on peut multiplier à l'infini tous les signaux possibles. Donc effectivement, l'astronomie est potentiellement capable de fournir à l'astrologie, un peu de façon diabolique et faustienne, en disant, toi, astrologie, tu veux de la diversité, tu veux comprendre cette diversité, mais pas de problème, je te propose toutes les planètes qui sont là, toutes les planètes que tes ancêtres ont abandonnées, retournons au polythéisme, retournons à la multiplication des facteurs, pas de problème. Donc effectivement, et là c'est intéressant qu'on se situe tout à l'heure, on parlait du monothéisme. Le monothéisme est en dialectique avec le polythéisme, c'est une évidence. L'astrologie est-elle du côté du monothéisme ou du côté du polythéisme? C'est tout le débat qui existe. La plupart des astrologues disent qu'elle est du côté du polythéisme. Mais non. Mais si! La multiplicité existe dans l'unité, justement. La diversité Oui. dans l'unité Oui. existe. Et l'astrologie est une, mais elle est universelle. Je disais tout à l'heure que c'est un diamant à 1000 facettes, mais c'est un diamant. Oui, mais ça, c'est un jeu de mots. Vous jouez sur les Non, mots, c'est là. pas un jeu de mots. Vous jouez sur les mots parce que le ciel est fait. Non, mais vous pouvez dire le ciel, vous employez le ciel pour dire un singulier. On peut pas. Mais ce ciel, c'est pas un singulier, c'est un pluriel en réalité. Il ne faudrait pas exagérer. Donc ça, c'est. Pas que c'est votre opinion. Non, mais je veux dire que le ciel. Non, Non, mais le ciel, c'est une façon de parler. En hébreu, on emploie le mot shamaïm, qui est un pluriel. C'est moi ce qui veut dire ordre. Ça Oui. veut dire chaos. Oui, mais justement, en tout cas, la loi astronomique, la façon dont les astronomes perçoivent le ciel, n'est pas la loi de l'astrologie. Oui, mais l'astrologie utilise uniquement les planètes et les astres qui influencent l'humanité. Les autres ne l'influencent pas, je ne vois pas pourquoi ils s'en serviraient. Mais qui a dit qu'il devait s'en servir? Ah ben il y a quand même eu des grands guides, et il y a quand même eu des grands enseignants qui ont enseigné l'astrologie aux humains. On ne l'a pas inventé, ça on ne peut pas l'inventer. Le cerveau humain ne peut pas l'inventer. Oui, alors écoutez, là on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, là, je vous dis Oui, très ça, franchement, je sais. bon, et on n'est pas obligé de suivre votre point de vue, ni vous de le mien, mais alors là, de ce côté-là, non, parlez, c'est intéressant. effectivement, non, alors là, moi je l'ai cru, moi, quand j'ai publié il y a 30 ans certains ouvrages, je pensais clairement qu'il y avait une révélation. Alors, Mais ça, c'est toujours la même chose, voyez-vous, c'est toujours la même procédure. On passe de la transcendance à l'immanence. On dit, voilà, tout à l'heure on parlait de la musique, c'est pareil. Est-ce que l'humanité va capter des informations, un savoir, une musique dans des sphères supérieures, ou est-ce qu'elle doit le trouver en elle-même? Moi je dis, recentrons-nous sur l'être humain. C'est l'être humain qui a inventé la signification des astres, c'est un être humain qui a fixé les signaux dont il avait besoin et qui pouvaient lui servir, et qu'il a instrumentalisé. Il ne s'est pas contenté de se demander qu'est-ce que c'est. Alors, c'est parce que le discours astrologique dominant actuellement, c'est ça. Les astronomes ont déchiffré la signification des planètes. C'est-à-dire que ces planètes, elles existaient, et ils les ont déchiffrées. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas inventées, ils n'ont pas déterminé leur rapport aux planètes, ils l'ont compris. Bon, eh ben, c'est une conception, excusez-moi de vous dire, une conception, je dirais, pour employer une expression nietzschéenne, une conception, c'est le point de vue de l'esclave. C'est le point de vue de celui qui dit que le monde est prédéterminé et qu'il ne peut que se contenter de le comprendre et de l'interpréter. Bon, mais ça, on est un discours qui est typiquement féminin à ce Je niveau-là. l'avais dit, sont c'est bons très d'avoir bien tout comme compris, ça. à mon avis. Très bien. Comment? Non, je parle toute seule, je chante un peu. C'est le moment. Et donc, effectivement, on a effectivement une astrologie et une contre-astrologie. On a une astrologie qui, et pour répondre à votre question, puisque vous êtes fille d'astrologue, comme vous êtes également fille de musicien, donc vous avez ces deux déterminismes qui vont un peu dans le même sens, d'ailleurs, quelque part, à mon avis, puisque le musicien, il est quand même l'apôtre, au sens classique, d'un ordre
qu'il faut accepter, qui est celui du compositeur, qui est celui de la partition, qui est celui de l'orchestre, etc., où chacun a son rôle à jouer, etc. L'astrologue, elle, puisqu'on parle de votre mère, elle est je la connais pas, mais il y a un profil tellement classique de l'astrologue d'aujourd'hui qu'on ne risque pas beaucoup de se tromper, sauf miracle. L'astrologue, elle est aussi porteuse de tout un savoir, c'est comme, au fond, l'astrologue il dit, eh bien, s'il y a une organisation dans le monde, c'est grâce aux astres. C'est le cosmos lui-même qui permet aux hommes et si on fait ceci plutôt que cela, et si telle chose existe plutôt qu'elle l'autre, c'est également, il faut le chercher au niveau, on n'est plus du tout dans l'immanence. Donc effectivement, moi, je développe un tout autre concept, c'est-à-dire, l'humanité s'est donnée, pour moi l'astrologie est liée au droit. Moi-même je suis juriste à l'origine. L'astrologie c'est une organisation juridique de l'espace-temps, c'est-à-dire qu'effectivement on a défini une sorte d'horloge cosmique avec des signaux qui sont des signaux qui nous permettent de dépasser le cadre de l'année, le cadre du jour. Parce qu'on ne peut pas considérer que le monde solilunaire est un monde proprement astrologique. Le soleil et la lune, on le sait, ça existe, et ça on ne va pas contester que ce n'est pas les hommes qui ont inventé le soleil et la lune. Alors là, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas dire ça. Mais en revanche, quand il s'agit des autres planètes, ces planètes, si nous n'avions pas décidé collectivement de leur donner une classification, elles n'auraient aucun effet sur nous. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'il faut des fois, souvent il y a des gens qui vous disent « Ah mais vous comprenez, on va commencer par soleil et lune. » Mais soleil et lune c'est une chose, Jupiter ou Saturne c'est tout à fait autre chose. Donc l'astrologie est née d'une volonté de passer d'un espace-temps à l'échelle de l'année, à l'échelle des saisons, à un espace-temps à une autre échelle, à l'échelle de 3 ans, à l'échelle de 7 ans. Et ça a été un progrès absolument colossal pour l'humanité. Cette capacité de changer, passer d'un référentiel annuel, qui est celui des saisons, de la nature, des animaux, etc., et de dire que maintenant, notre référentiel, ce n'est plus l'année, ce n'est plus le mois, ce n'est plus la semaine, c'est des périodes de 4 ans, des périodes de 7 ans. Vous vous rendez compte de l'enrichissement au niveau au lieu de vivre au jour le jour, à la petite semaine, on va pouvoir organiser notre temps sur une période beaucoup plus longue, d'où des possibilités de planifier, des possibilités, paradoxalement, de prévoir. Parce que qu'est-ce que c'est que prévoir au jour le jour? C'est pas très intéressant de prévoir au jour le jour. Par contre, prévoir sur plusieurs années, là, ça devient intéressant. Donc effectivement, c'est pour ça que les planètes comme Mercure et Vénus, qui sont des planètes qui sont aussi rapides que le Soleil, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui sont même plus rapides que la Terre, ne sont pas importantes pour l'astrologie telle que moi je la conçois. Les planètes qui sont astrologiquement importantes, c'est plus longue que la structure de l'année ou du jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est regrettable que dans les horoscopes, on ait une astrologie justement articulée sur l'année. L'année n'est pas une unité pertinente en astrologie. C'est une unité qui est... L'astrologie, elle est justement dans le dépassement de cette unité annuelle. Et d'ailleurs, entre parenthèses, moi je dis toujours, nous avons assimilé ces leçons-là. Est-ce que nous élisons un président de la République pour 1 an? Pas du tout, nulle part. Avant, on élu un président de la C'était mieux. Comment? Avant, c'était 7 ans. Non mais a fortiori. Ah bon? Mais je veux dire que vous voyez bien que tout le droit constitutionnel introduit l'idée d'un temps qui n'est pas le temps de l'année, qui est 4 ans, qui est 7 ans, qui est 5 ans. Voyez-vous? Et ça, quand les humains font ça, pour répondre au débat que nous avons tout à l'heure, ils font de l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils font de l'astrologie, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une logique, ils ont un déterminisme intérieur, une horloge intérieure qui leur dit, mais oui, on ne travaille pas uniquement à échelle d'une année, on travaille à une autre échelle. Et si nous avons une capacité à penser à une autre échelle, et là c'est une condition d'ordre, parce que si au lieu d'avoir constamment des élections tous les matins, on a une élection tous les 7 ans, il y a quand même une certaine ordre qui se constitue, plus ou moins. Eh bien, ça, c'est quelque chose la démocratie apparaît quelque chose de très moderne, en réalité, elle ne fonctionne que parce que nous avons cette programmation en nous. Programmation qui dit que nous avons un instinct, si vous préférez, un instinct qui nous dit on ne peut pas faire des choses correctement dans un temps aussi court. Il faut les faire sur 4 ans, sur 7 ans, mais pas sur 1 an. Donc là aussi, toute l'astrologie actuelle est une astrologie qui est complètement axée sur l'année. Les prévisions annuelles,
les horoscopes quotidiens, mensuels, et les consultations astrologiques, j'ai écrit récemment là-dessus, l'astrologue, au lieu d'aider ses clients à fonctionner sur des périodes longues, il travaille sur des périodes extrêmement courtes, je ne sais pas si vous le savez. Hein, c'est très amusant. Moi je dis que l'astrologie a introduit une sorte de micro-prévision. C'est-à-dire qu'au lieu que l'astrologue, il trahit complètement sa mission, au lieu que l'astrologue fasse accepter par le client, écoutez, on va vous trouver une solution dans les 8 jours, etc. Si vous faites telle chose à telle date, à telle heure, demain matin, ça va bien se passer. Donc on a une sorte de magie astrologique qui se constitue. Conditionnement. Non mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'astrologues qui fonctionnent comme ça. Effectivement. Oui, non mais il y a beaucoup d'astrologues, je ne vais pas citer des noms, qui disent, voilà... On veut des noms, on veut des noms. Non, mais pas des... Non, mais je veux dire, aujourd'hui, on nous dit, le nombre d'astrologues aujourd'hui, en 2008, qui dit qu'on fait de la prévision au jour le jour, là, on tombe à cette astrologie, et là, ça devient un dilemme. Alors, la prévision au jour le jour, c'est-à-dire, si à partir du moment où je prétends, grâce à l'astrologie, faire la prévision au jour le jour, je ne suis plus dans une logique astrologique. Je ne suis plus astrologique, l'astrologie n'a pas vocation à nous dire ce que va se passer au jour le jour, même si astronomiquement c'est possible. Puis astronomiquement, on peut toujours tenir compte du déplacement de la Lune ou je sais pas quoi. Astronomiquement, on fonde sur l'astronomie. L'astronomie peut l'aider. C'est vraiment le Méphistophélès, l'astronomie. C'est le tentateur qui vient dire à l'astrologie, mais tu veux des trucs à la minute près, tu veux des trucs au jour près, mais il n'y a pas de problème, on va t'en donner. Alors on l'a fait descendre d'un schéma à long terme, et un schéma monothéistique et de polarisation, on va le faire descendre au niveau d'un émiettement du temps en lui disant... et voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un problème épistémologique qui se pose là. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une prévision sur le long terme? Qu'est-ce que c'est qu'une prévision à un an près? C'est pas sérieux. Alors ils vont dire, mais c'est pas sérieux. Qu'est-ce que c'est qu'une prévision là? Alors donc je propose qu'après qu'on change de cassette, oui, je propose qu'on parle de ce problème-là. La prévision astrologique, quelle est son unité de temps valable sur le plan épistémologique? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que il y a des astrologues qui flippent et vont dire alors l'astrologie ne pourra être prouvée, puisque le grand problème aujourd'hui c'est la reconnaissance de l'astrologie. L'astrologie, pour être prouvée, doit faire des prévisions hyper précises. Hyper précis. C'est ça, c'est la règle du jeu. C'est-à-dire, on doit pouvoir, à 2-3 jours près, annoncer exactement ce qui va se passer. Et le problème, c'est que ça n'est pas du tout la vocation de l'astrologie. Mais c'est la vocation de la contre-astrologie. C'est la vocation d'une astrologie noire. C'est-à-dire l'astrologie, justement, de l'obscurité de l'astrologie. Et ce qui est amusant, c'est que l'astrologie blanche, quasiment, bien qu'elle persiste dans ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, en certains points, mais par contre, l'astrologie noire, c'est-à-dire l'astrologie qui permet d'expliquer le plus petit détail de la plus petite personne en disant voilà, moi je vais faire des prévisions pour vous, mais ça ne sera pas valable pour votre voisin. Parce que c'est ça l'astrologie prévisionnelle actuelle. Chacun a son couloir prévisionnel qui lui est propre. Ils ne communiquent pas. Ces différents couloirs ne communiquent même pas entre eux. Possible. Non, je chante un petit peu. Moi, c'est assez hallucinant. Alors, au nom de la précision, encore une fois, ah oui, mais ce qui est vrai pour telle personne, bien évidemment, ne peut pas être vrai pour telle autre personne. Donc, on va élaborer un schéma complètement différent pour la personne X et pour la personne Y, etc. Et complètement dévoyé. Voilà. Alors, on va aller. Vous êtes à combien, là? À 3 minutes. Ah oui, non, mais je regarde. Hein. Je vous écoute et je regarde. Je dirais que, sans être vraiment astrologue, mais en connaissant un petit peu, intuitivement, je pense que Jacques, dans le fond, a entièrement raison. Et je serais plutôt le défendeur, aujourd'hui, d'une astrologie mondiale plutôt que d'une autre. Parce que l'astrologie mondiale revêt ce qui est pour cacher mon horrible ventre. Enfin, je le confesse, je n'ai que du ventre parce que je me porte bien. L'astrologie mondiale revêt en son sein une vérité qui a été totalement occultée dans les autres astrologies au profit du pouvoir. Et oui, c'est l'astrologie. C'est le pouvoir de l'astrologue qui est empreint en vérité de noirceur et qui, aujourd'hui, enlève à l'astrologie fondamentale ses lettres de noblesse. Et vous connaissez la formule d'André Breton. L'astrologie est une grande dame, dommage qu'à sa place trône une prostituée. Et voilà, exactement. Oh. Non mais c'est vrai que le grand problème de l'astrologie, la fausse monnaie chasse la bonne monnaie. La fausse astrologie décourage les gens d'aller vers la vraie astrologie.
Effectivement, comme tout à l'heure Sarah disait, l'astrologie est très compliquée. Oui, Non, une certaine forme de... Elle est riche. Non, parce que moi je dis que l'astrologie n'a pas à rendre compte de la diversité. C'est ça le problème. Elle n'est pas riche. Moi je ne veux pas du tout une astrologie riche. Je veux une astrologie qui soit... Pour moi la notion de l'astrologie n'a pas à être riche. Cette richesse justement, alors on retombe dans l'avoir, le mot richesse, on retombe dans la dialectique du Shabbat. C'est-à-dire que la richesse c'est l'avoir. Eh bien non, moi je dis que l'astrologie ne doit pas avoir, elle ne doit pas être riche. Mais l'être est riche, l'être intérieur Oui, est mais l'être intérieur est riche parce qu'il dépend de l'astrologie. Attendez, Théa, la question n'est pas de savoir si l'être intérieur est riche, la question est de savoir si l'être intérieur dépend de l'astrologie. Mais absolument. Mais oui, mais voilà tout le débat. Mais absolument. Mais tout le débat, pour moi, cette dimension-là existe, indiscutablement, mais elle n'est pas de l'ordre du champ de l'astrologie. Mais si, parce que l'astrologie qui se met en place, c'est l'astrologie de l'être intérieur, justement. C'est une astrologie qui est valable pour toute la vie. Il n'est pas question de prévision ni de prédiction. Il est question d'un état d'être et d'un état d'amélioration de l'être. Ça, c'est fondamental. Et que font les astrologues avec ça? Rien du tout. Oui, alors là, il faudrait que vous nous développiez cette idée. Ah ben, je fais tout un bouquin là-dessus. Non, non, mais d'accord, mais là, par exemple, vous évoquez cette notion, parce que là, justement, cette histoire, l'être intérieur, alors tout à l'heure, justement, notre ami Marc nous parlait de l'astrologie mondiale, et donc, si vous voulez, on va aborder ce point de vue-là après la prochaine pause. L'astrologie mondiale, ou bien une astrologie de l'être intérieur. Mais l'un n'empêche pas l'autre. D'accord, on va voir. Moi, l'être intérieur, j'aimerais bien que vous nous parliez de ce que vous nous disiez ce que l'être intérieur, c'est justement l'être intérieur, c'est l'être intérieur tel que vous le définissez jusqu'à preuve du contraire, c'est cette espèce d'humanité qui, non, mais c'est une humanité qui par le rétrécissement justement, par le fléchissement du signal central, va se diversifier et se démultiplier au maximum. Ben alors, vous allez nous expliquer. Moi, jusqu'à preuve du contraire, ce que j'entends, c'est ça. Mais oui, non, mais on ne sait pas. Non, mais je suis d'accord, mais on a dit qu'on allait arrêter avec la pause. C'est fini, ça s'arrête tout seul ou quoi? Il est à zéro maintenant. Collectivité. Bon, un individu, une collectivité est composée d'individus, d'accord. Mais un individu, c'est quoi? C'est une personnalité, une âme, un esprit. C'est trinitaire, un individu. Or, l'astrologie actuelle ne s'occupe que de la personnalité. Et c'est ce que je déplore. Parce qu'elle n'est pas faite que pour ça. Oui. Je ne dénigre pas l'astrologie de la personnalité, comprenez-moi bien. Mais je pense qu'il faut la compléter, comme nous sommes trinitaires, et nous sommes infirmes, nous sommes amputés de nos deux autres dimensions avec cette astrologie-là. Non, mais sur ce point-là, on est d'accord, mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir si, pour vous, l'astrologie a vocation à étudier la spécificité de l'individu, de la personne, vous appellerez ça comme vous, de l'être humain. Bon, dans sa totalité. Non, mais dans la totalité. Non, mais quand vous attendez un être humain, vous ne parlez pas de l'humanité, vous parlez de tel être humain en particulier. Mais l'être humain est composé de quoi? Toute l'humanité, chaque être humain de l'humanité est toujours trinitaire. Bon, donc vous êtes bien en train d'étudier un être humain au sein de l'humanité. Le but, c'est de faire... Moi, j'étudie l'humanité, vous étudiez l'être humain, c'est la différence entre nous. Attendez. Le but de l'astrologie, c'est d'aider les gens dans leur évolution, oui ou non. Que ce soit au niveau vraiment radépâquerette, donc matériel, que ce soit au niveau de l'ego, je veux dire, l'astrologie, elle doit servir à quelque chose. Si elle ne sert pas, elle n'a aucune raison d'être. Ben, ça, je crois qu'on est d'accord sur le fait qu'elle doit servir. Peut-être pas de la même façon. À quoi sert-elle? Non, mais à quoi sert-elle? Pourquoi sont faits les astres? Pourquoi est fait le cosmos par rapport à l'être humain? Est-ce que c'est pour le petit ego? Oui. Moi, j'ai des doutes. Ah, mais attendez, pour l'instant, vous prêchez un convaincu. Non, mais attendez. Est-ce que c'est pour toute l'humanité qui n'est pas encore en cours d'évolution, c'est-à-dire c'est du quatrième règne dont je parlais tout à l'heure. Là, je veux dire, on va partir dans les prévisions, on va partir dans cette astrologie noire où ça tourne en rond comme un chien qui se mord la queue. On n'en sort pas. Par contre, cette autre astrologie qui gagne du terrain, qui est en train de se mettre en place et qui va à certains moments faire l'autre plateau de la balance avec l'astrologie de la personnalité, pour qu'à certains moments, l'une bascule vers l'autre, parce qu'on va s'apercevoir que c'est ça qui est important. Que ce n'est pas l'astrologie événementielle qui est la plus importante, c'est l'astrologie de l'être, c'est-à-dire comment l'être va-t-il se connecter avec le cosmos pour aller vers son retour vers le divin, mais c'est grâce à l'évolution que l'astrologue sacré, je dirais, par rapport à l'astrologue profane qui ne s'occupe que de la personnalité, va aider son consultant à faire, à l'aider à remonter sur ce chemin du retour. Sinon, où est l'intérêt de l'astrologie? Puisqu'elle est dans le ciel, nous sommes sur la terre. Le but de la vraie astrologie, c'est de dépasser l'astrologie. C'est-à-dire de se positionner au centre de son zodiaque et de ne plus être victime, je dis bien victime, comme le sont maintenant les gens conditionnés par ces astrologues-là, de la maléficité ou la bienveillance des planètes.
À ce moment-là, il y a une unité intérieure. On regarde les choses passer, on n'en est plus du tout victime. Pourquoi? Parce qu'on s'est recentré, comme on disait tout à l'heure, en l'être intérieur. Bon, alors pour que l'humanité évolue, pour que l'humanité grandisse, il faut bien que les individus évoluent et grandissent aussi. Sinon, elle ne peut pas grandir toute seule. L'individu compose l'humanité est composée d'individus. Et qu'est-ce que l'individu? Je le répète, il est trinitaire. Bon, s'il n'était pas trinitaire, il n'aurait aucune raison d'être sur la Terre. Ouais. S'il n'était qu'une personnalité, à quoi servirait-elle? Il est bien- Sa vie, sa mère, point final. il est Ça bien n'a très- aucune finalité. Il est bien trinitaire. Or, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas faire de l'astrologie un peu universelle comme celle-ci si on ne tient pas compte des lois, parce que ce sont des lois, qu'on les ignore ou qu'on les accepte, ce sont des lois qui existent, les lois de la réincarnation. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'il y avait avant notre vie? Qu'est-ce qu'il y aura après? Pourquoi sommes-nous sur la Terre? À quoi servons-nous? Ces lois expliquent tout ça. Et si on ne tient pas compte de ça, on ne fait qu'une astrologie hermétique, limitée au petit ego. Alors, vous êtes d'accord ou pas d'accord, mais je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. On adhère ou on n'adhère pas, mais ça explique absolument tout le cheminement de toute l'humanité et de tous les êtres humains. Sinon, on ne comprend rien. On ne peut pas comprendre. On est limité, on est bloqué. Le problème, enfin, je pense que c'est très juste ce que vous dites, ça me parle beaucoup en tout cas, mais le problème c'est le demandeur pour moi. Parce que la plupart des gens qui consultent, c'est pour savoir si à la fin de la semaine ils vont rencontrer l'amour de leur vie. Attention, Sarah, justement. Là, on tombe dans cette astrologie de la personnalité. Et oui, justement, c'est Moi, je ça, leur dirais pense. plutôt à quelqu'un qui vient me dire est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie, ou est-ce que je vais gagner au loto, est-ce que je... Bon, j'ai écouté, on est S'il sera blanc et s'il sera brun. ça, ce sont les je sais événements pas. extérieurs. Vous avez à mériter ce qui vous arrive. Et voilà comment le mériter. Voilà comment bien vivre votre thème. Et là, on n'est pas dans le quotidien, on n'est pas dans l'hebdomadaire, on n'est pas dans le mensuel, ni dans l'annuel. On est dans toute la vie. Voilà les outils que vous avez en main pour devenir meilleur. Voilà les outils que vous avez en main pour vous dépasser. On vous donne les outils, à vous de vous en servir. Et les gens font un travail sur eux-mêmes. Moi, ce que j'ai en tout cas le font. Les gens qui vont consulter les autres astrologues ne viennent pas me voir, Dieu merci, parce que je ne sais pas quoi en faire. Mais ceci dit, ceux qui viennent me voir veulent avancer, veulent s'ouvrir, veulent progresser et veulent vivre pleinement, veulent se vivre pleinement, corps, âme, esprit. Et c'est le but de l'astrologue, c'est de faire vivre tout ça en harmonie, tout ça dans l'ensemble. Mais en principe, dans l'astrologie, il y a des lois qui sont des lois humaines, qui sont des lois divines, et qu'il faut respecter. Si on ne les respecte pas, on tourne en rond, justement, comme cette fausse, cette mauvaise astrologie actuelle, et on n'arrive nulle part, on arrive à une impasse. Et c'est ce qui se fait en ce moment. Donc le but aussi de l'astrologie, c'est de s'intégrer dans un système cohérent, dans un système harmonieux, de connaître les lois de ce système. Il y a des lois dans l'univers, ce n'est pas nous qui les avons créées, elles ont existé de toute éternité, elles existent encore, mais il faut, pour les respecter, il faut les connaître. Alors moi je demande aux gens, avant de consulter Madame Irma Ducoin ou je ne sais qui, de se recentrer, de dire voyons, de quoi suis-je en recherche à l'intérieur de moi-même? Est-ce que je cherche les événements extérieurs? Dans ce cas-là, il y a une flopée d'astrologues qui suffiront à y répondre, peu importe, la quantité n'a jamais fait la qualité. Excusez-moi si je suis méchante, messieurs les astrologues ou mesdames, mais c'est comme ça. Ceux qui sont vraiment en recherche, qui essayent de savoir comment dans leur vie ça peut aller mieux, comment vraiment ils peuvent s'améliorer, comment ils peuvent mieux s'entendre avec le groupe en laissant chacun s'exprimer à son tour et en étant dans l'harmonie avec le groupe, ceux-là sont vraiment en recherche. Parce que le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'avoir des bonnes relations avec les autres, d'aimer les autres et de les respecter. Si l'harmonie existe dans l'humanité tout entière n'aura plus de problème. Le simple respect de l'autre va éliminer les guerres, les ostracismes, les génocides, etc., etc. Le simple respect de l'autre. C'est très divide. Hein, c'est quand même pas si compliqué. C'est très divide. Hein. C'est très simple. Mais encore faut-il arriver au but. L'astrologie pourrait se résumer en un seul mot, évolution. C'est tout. On a fait le chemin de l'involution, on a touché le fond, on touche le fond encore. Alors certains donnent un coup de pied au fond et remontent à la surface. On y est encore, oui. Ils veulent respirer, ils veulent un nouvel oxygène, ils veulent vraiment être en contact avec les hautes énergies. D'autres continuent à vivre à l'horizontale, c'est leur problème. Mais nous, en tout cas, les astrologues du 5e règne, nous travaillons pour la verticale. Et le chemin de la vie, il est ascensionnel, il n'est pas horizontal. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui? Qui n'est pas d'accord? Non, moi je suis totalement dans des accords, mais de toute façon je ne veux pas monopoliser la parole. Non, mais vous savez très bien, si vous avez écouté ce que j'ai dit une seconde, vous savez très bien que je ne suis pas en accord, ni je pourrais reprendre chaque mot que vous avez employé.
Par exemple, vous dites, d'ailleurs je ne crois pas que vous ayez écouté ce que j'ai dit. Mais j'ai déjà écouté. Non, parce que vous dites exactement le contraire sans... Mais je dis ce que j'ai dit. Oui, mais non, mais d'accord, mais quand vous dites quelque chose, vous devez vous dites, contrairement à ce qu'a dit machin, mais je moi, ne suis pas d'accord. Je ne suis pas dans la contradiction. Donc c'est ça, donc chacun fait son petit numéro. Bon, non, mais il faut quand même ça aussi. Dans une conversation, il faut quand même se Je vous signale que j'ai peut-être parlé 3 minutes. Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est que faut vous situer par rapport à ce qui a été dit par les autres. Je me situe. Non, vous situez, mais pas par rapport à ce que quelqu'un d'autre a dit. Je ne me situe pas moi. Je situe cette astrologie. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Non, mais peu importe, c'est celle que vous représentez, peu importe que ce soit vous ou pas. Bon, eh bien, vous devez la situer par rapport à ce qui a été dit avant vous. Mais encore une fois, je ne vous veux devez pas prendre être dans la contradiction. D'accord, bon, alors c'est je vais être dans la complémentarité. Non, mais le débat, quand on communique, il faut tenir compte de ce que disent les uns et les autres et reprendre sur ce que disent les uns et les autres. Mais je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Ben non. Mais si. Vous avez écouté, mais vous ne pouvez pas dire que vous écoutez à partir du moment où vous ne reprenez pas ce qui a été dit par l'autre, quitte à le rejeter. Parce qu'on n'en sort pas. C'est un labyrinthe sans fin. Alors, effectivement, non, mais ça, c'est un autre problème. Ça, vous êtes convaincu qu'on est tous dans des petits... Non, mais ça, excusez-moi de vous dire, ça, c'est une approche très spécifique de penser qu'on ne peut pas communiquer entre nous parce que quand on n'a pas le moindre... Moi, je dis que je peux tout à fait interférer par rapport à ce que quelqu'un d'autre a dit. Mais je n'ai pas contredit ce que vous avez dit. Je ne suis pas là pour contredire. Non, mais vous ne l'avez pas contredit, mais vous avez dit des choses qui allaient exactement à l'encontre sans le dire. Parce que c'est une autre astrologie. Eh bien, d'accord. On ne parle pas de la même chose. Mais vous pouvez très bien vous situer par rapport à ce que dit l'autre. Mais je vous ai dit que, en rapport avec l'astrologie actuelle, il y a une autre astrologie qui se met en place, qui est complémentaire. Non mais attendez, mais ça n'est pas contradictoire. En plus, le problème que le problème qu'il y a, c'est que vous attaquez une astrologie qu'on aime. Mais je n'attaque pas, justement, je ne veux pas attaquer. Non mais je veux dire, vous avez mis en cause une astrologie qui n'est même pas celle que nous avons exposée ni les uns ni les autres. Donc par conséquent, vous vous intervenez à quelqu'un qui n'est même pas là. Bon. Je ne veux pas contredire quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Je ne suis pas dans la dualité, j'aimerais que vous compreniez ça, j'essaie de faire l'unité. Bon, quand on essaie de faire l'unité, on essaye de mettre chacun sur sa facette de l'astrologie, qui, je le répète, est une. Bon, ceci dit, il y aura toujours des astrologues de la personnalité, il y aura aussi des astrologues de l'âme, il y aura des astrologues mondiaux, vous ne pouvez pas les empêcher d'exister, ça n'est pas contradictoire. C'est complémentaire. Alors pourquoi vouloir toujours diviser Ça doit être complémentaire. C'est pour ça qu'on se prend la tête. C'est amusant. Enfin écoutez, je vais pas. Bon, écoutez, je crois que c'est évident, c'est même pas la peine de débat. Écoutez, n'importe qui peut vous écoute, vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Écoutez, vous dites il faut pas diviser, mais chacun doit rester dans son coin. C'est pas... Mais je ne dis pas ça. Je dis que je respecte tout. Voilà, c'est ça. Donc, bon, moi je considère que l'astrologie a besoin que les gens communiquent véritablement, s'écoutent véritablement, réagissent véritablement les uns aux autres, et que chacun fasse pas son numéro l'un après l'autre. Encore une fois, vous êtes pour l'esprit de contradiction. Non, c'est pas une question de contradiction, c'est une question de communiquer. Il faut qu'il y ait un brassage d'idées. C'est pas une question, on va pas cristalliser les points de vue des uns et des autres, les uns à côté des autres. Il y a un brassage d'idées. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, c'est cristalliser les points de vue des uns et des autres. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites dehors? Pas du tout, au contraire. Je donne les éléments, les bases d'un débat, et il faut rentrer dans le débat. Vous vous attaquez à une astrologie individuelle que personne ici n'a... Je n'attaque pas, vous m'avez entendu là. Non, mais je veux dire, elle n'a pas été abordée dans le débat. Mais vous n'avez fait que ça depuis tout à l'heure. De parler d'astrologie individuelle? Oui. De parler de l'astrologie des astrologues, de parler de l'astrologie individuelle, de parler de l'astrologie mondiale. Bon. Alors, par exemple, alors on revient là-dessus. Alors, bon, d'accord. Bon, ok. Non, vous l'avez très très bien exposé. Oui. Et bon, moi je dis qu'il existe simplement une autre qui est complémentaire. Je n'ai jamais dit que je reniais l'astrologie de la personnalité. Bon, attention. alors, ni l'astrologie mondiale. D'accord. Alors, le débat, puisque vous recentrez le débat, bon, le débat, premièrement, la question de savoir, alors là je vous cite exactement, vous avez dit les astres existent, ils nous envoient des influences ou je sais pas quoi, et nous devons voilà. Alors moi j'ai dit exactement l'inverse. On peut repasser la bande, vous avez dit. Dites exactement ce que Ah non, mais je suis désolé, je ne suis pas un magnétophone, madame, je suis désolé. Non, mais moi j'aime bien d'accord, je suis désolé, on n'est pas des magnétophones. Alors vous avez fait allusion à l'idée que le cosmos avait des structures, et que ces structures, eh bien finalement l'astrologie était là pour les comprendre. Bon, et bien j'ai dit exactement l'inverse. Et au moment où vous l'avez dit, vous auriez dû dire, eh bien contrairement à ce que vous avez dit, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on communique. Il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit simplement de situer. C'est ce que vous souhaitez. On va pas être dans des cloisonnements comme ça. À partir du moment où moi par exemple, si je dis quelque chose. Je refuse
juste de continuer à dire un mot parce que je ne veux pas rentrer dans une polémique. Non, mais il ne s'agit pas de polémique, il s'agit simplement C'est de d'adoucir montrer qu'on a entendu ce que dit l'autre. Mais j'ai pas arrêté de vous écouter Eh ben, tout à l'heure. non, écoutez, ça ne veut pas dire laisser parler l'autre, ça veut dire entendre ce qu'il dit. Mais j'ai entendu ce que vous disiez, mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Bon, alors donc on est d'accord. Parce qu'elle est stérile, étant donné que les deux astrologies ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Pourquoi vous faire une polémique entre les deux? Pourquoi employer le mot polémique? Il s'agit simplement de... Non, Non, mais il s'agit de communiquer. Communiquer, ça veut dire essayer de parler de la même chose et de ne pas dire. Ah, moi, pas je pense. forcément. Bon, écoutez, de toute façon. On parle de l'astrologie. Bon, d'accord. Bon, alors maintenant, maintenant, vous nous dites l'astrologie a vocation à faire ceci, à faire cela. Bon, alors, bon, on pourra en discuter de savoir quelle est la fonction de l'astrologie. Effectivement. Mais c'est universel, l'astrologie. Non, et en plus, il y a un point qui est pas. Bon, d'accord. Bon, alors justement, le problème, c'est que c'est un peu vague comme définition. Non, parce que Bon, quand on dit universel, c'est que ça touche à l'univers. oui, tout. d'accord. Donc on doit tenir compte de l'univers dans Oui. son ensemble. Ah bon? Et pas que du petit être humain. Non, et de l'univers dans son ensemble. Oui, il y a des lois dans l'univers, il y a des rayons dans l'univers, il y a des planètes, il y a des constellations, il y a des logos, il y a des logoïdes, il y a tout ça dans l'univers. Est-ce que je sais pas. Non, d'accord. Est-ce que vous avez entendu quand j'ai dit que l'homme avait choisi dans l'univers ce qui allait faire sens pour lui? Oui, Vous l'avez entendu? il faut qu'il se dépasse. Non, mais vous dites que tout l'univers. Non, mais il y a deux positions qui sont quand même complètement opposées. Il ne s'agit pas. Moi, je dis qu'au contraire, il y a l'astronomie qui, elle, étudie la totalité de l'univers et l'astrologie qui étudie les signaux que les hommes se sont donnés par rapport à cet univers. Et ça n'a pas tout l'univers. Bon, alors, soyez que ce soit clair. Il faut que nos auditeurs comprennent qu'on ne dit pas la même chose. C'est tout, point final. C'est ce que je vous dis. Oui, mais il faut le dire. Mais il faut le dire. Il faut que vous le disiez. Alors je le répète. Bon, il faut que vous disiez clairement que vous n'êtes pas d'accord sur ce point. Je répète, allez. Je répète que l'astrologie dépasse le zodiaque. Que l'astrologie, la vraie, la grande, dépasse les planètes. Qu'il y a des rayons qui nous viennent de beaucoup plus haut que le zodiaque et que notre cosmos, qui nous viennent du début du système solaire et même d'autres systèmes solaires. Je veux dire, si on veut vraiment faire une astrologie qui capte tous ces rayonnements-là, il faut quand même la connaître. C'est tout. Pour la connaître, il faut aller à sa recherche, il faut la découvrir. Donc vous niez que l'homme ait construit l'astrologie. Vous niez que l'homme ait choisi dans le cosmos ce qui faisait signal pour lui. Est-ce qu'il l'a choisi? Mais c'est le débat, justement. Le vrai débat que nous avons est là-dessus, justement. Le débat, je ne savais pas qu'il y avait un débat. Non, mais le problème, c'est l'immanence et transcendance de l'astrologie. Moi, je savais. Le débat, c'est de savoir, en peut-être la seule à le savoir, c'est de savoir si c'est l'homme qui détermine et qui choisit dans le cosmos les signaux dont il a besoin, ou bien s'il se contente de prendre la totalité de l'univers et de dire que tout l'univers le concerne. C'est là un des débats fondamentaux qui a traversé la discussion. Bon, alors vous arrivez... Alors moi, je maintiens que l'humanité, à certains moments, d'après la tradition ésotérique quand même, qui a des lettres de noblesse, oui, il faudrait en parler un peu des ésotérisme. La autoristes. civilisation des Atlantes, dont le continent a été progressivement englouti, je dis bien progressivement, ça ne s'est pas fait en un jour, et dont les grands initiés ont transporté leur enseignement en Mésopotamie, en Égypte, etc. Et à ce moment-là, ils les ont informés des bases de l'astrologie. Il y a eu des instructeurs. L'être humain primaire n'a pas tout d'un coup regardé le ciel et dit tiens, ça marche comme ça fait tel aspect, ça détermine telle chose. C'est pas nous qui l'avons mis en place, le cosmos. Si des planètes nous influencent, ce n'est pas par hasard. Mais quel niveau de nous vont-elles influencer? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'esprit? Tout ça dépend des vies antérieures et de l'expérience antérieure de chacun. Nous venons tous avec un bagage sur la Terre. Nous ne sommes pas tout neufs. Le petit bébé qui vient de naître a déjà tout un passé, et ce n'est pas par hasard que certains naissent handicapés ou avec des problèmes alors que les autres sont tout beaux, tout bons, tout gentils. C'est pas par hasard, le hasard n'existe pas. Et si on ne tient pas compte de ces lois, qui sont des lois de purification, nous devons purger, nous devons liquider ce que les hindous appellent le karma, qui est une action à mener, qui n'est ni positive ni négative, ça dépend de chacun. On peut transformer un karma de négatif en positif en agissant dans le bon sens. Eh bien, le rôle de l'humanité, c'est de nettoyer ces karmas et de retourner en conscience, en ayant pris conscience du monde de la matière et en l'ayant maîtrisé, sacralisé et bonifié, de façon à ce que les hautes énergies puissent y revenir comme elles y étaient dans les temps passés, et elles ont quitté la Terre parce que la Terre devenait trop lourde. Maintenant, nous devons préparer le terrain à ces hautes énergies pour qu'elles reviennent, et elles sont en train de revenir, n'en déplaise à certains. On les ressent très bien, d'ailleurs, quand on est un peu sensible, on ressent très bien qu'il se passe des choses, qu'il y a des énergies qui s'éveillent, qu'il y a un questionnement, justement, il est bon ce questionnement.
Mais il faut aller plus loin que la simple, je dirais, matérialité des planètes qui sont des corps célestes, qui ceci, qui cela, et bien elles sont des êtres vivants. La Terre est un être vivant. Elle dégage ses propres énergies. La tellurologie, justement, est la science des énergies de la Terre. Et c'est toute une, si je peux dire, pas une astrologie, mais enfin, la tellurologie qui fonctionne aussi en concordance avec l'astrologie, dont on ne parle jamais. La Terre a ses propres énergies. La théologie, Et elles personne influencent l'humanité. Personne n'en parle. Elles influencent l'humanité. Et c'est fondamental. D'ailleurs, les grands maîtres nous disent toujours, tenez compte des énergies de la Terre. On ne savait pas comment faire depuis que la tellurologie existe, maintenant on sait. Donc ça, pourquoi n'en parle-t-on jamais? Nous vivons sur une planète vivante, on ne parle jamais de ses propres influences. Pourquoi? Et là, ça fait partie de l'astrologie. La Terre est aussi un astre. Alors, à vous entendre, de toute façon, tout fait partie de l'astrologie. Mais oui, elle est universelle, c'est ce que je vous dis. Non, non. L'astrologie, ce sont les astres. Écoutez, nous sommes en train de. c'est tout le Attendez, cosmos. Madame Pierre, nous sommes entre astrologues. Hein, d'accord. Donc, on est entre astrologues. Il faut se respecter les uns les autres. On n'est pas en train de parler à des non-astrologues. Donc, nous sommes tous. Nous avons tous une légitimité à parler de l'astrologie. D'accord. Donc, par conséquent, moi, quand je parle de l'astrologie, je suis parfaitement conscient que les personnes à qui je parle ne sont pas forcément d'accord avec moi. Et je ne pars pas du principe que c'est évident, que ce que je dis est évident. Ce que vous dites n'est pas évident et ce que je dis n'est pas évident. D'accord? Bon, non, mais je veux dire, ça c'est la moindre des choses de se respecter. On est entre astrologues, donc on respecte ce que disent les uns des autres. Moi j'ai autant de droit de parler de l'astrologie que vous, et donc par conséquent, mon point de vue. Comment? Vous n'arrêtez pas. Non, non, mais je veux dire que vous n'avez pas. Donc moi je ne me permettrai pas de dire c'est ça l'astrologie. Mais je demande simplement aux astrologues de s'informer de ces lois et de cette organisation. D'accord, mais vous avez un certain nombre de Mais principes. qu'ils s'informent, c'est tout. Oui, s'informer auprès de qui? Mais auprès de qui? Il y a des ouvrages qui existent. Non, mais d'accord, écoutez, d'accord. Alors, les grands maîtres ont écrit des ouvrages qui ont été traduits en bon français, qui existent dans toutes les bonnes librairies. Le maître Joël Kuhl, pour ne pas le citer, a laissé un traité d'astrologie ésotérique qui est magnifique. J'ai essayé de rendre plus clair et plus simple et plus praticable dans l'ouvrage récemment édité. C'est pas pour vanter ma camelote, mais j'ai essayé de mettre sur le marché, entre guillemets, de l'astrologie, quelque chose qui amène les astrologues à se rendre compte qu'il y a d'autres niveaux de conscience. C'est tout. C'est de l'information, c'est pas de la désinformation que je fais. Ça, écoutez, ça, excusez-moi, je vous garde la responsabilité de ce propos, parce qu'effectivement, bon, c'est pas. Ça, de ce côté-là, effectivement. Informez-vous et vous verrez que ça fonctionne. Écoutez, informez-vous, écoutez, non, écoutez, excusez-moi, pas de ton paternaliste en ce qui me concerne. Donc, c'est pas du paternalisme, ce sont des éléments qu'on n'avait pas et que maintenant nous avons. D'accord. Alors pourquoi ne pas les utiliser? Ils n'existaient pas. Au siècle dernier, on ne les avait pas. Donc maintenant, les enseignements ont été donnés. Pourquoi ne pas simplement s'y pencher, les accepter, dire tiens, si c'était vrai, si ça fonctionnait, essayons au moins. Oui. C'est tout. Écoutez, moi je pourrais vous dire, ça va peut-être vous scandaliser ce que je veux dire, informez-vous, je crois que je suis porteur aussi de quelque chose d'important. Alors informez-vous aussi, et vous êtes avec, c'est pas des livres, c'est vous êtes en face de quelqu'un qui a des choses à dire. Bon, enfin je veux dire, je ne veux pas lui là-dessus, mais alors, si vous voulez nous renvoyer, alors si vous voulez renvoyer, informez-vous. Non mais quand je dis informez-vous, c'est de ces lois qui ne sont pas encore. Non mais d'accord, mais alors informez-vous aussi de ce qui se dit ici, de ce que je dis. Alors mais je veux dire. Donc informez-vous, c'est peut-être un peu trop, ça, informez-vous. Non, informez-vous de cette astrologie qui n'est pas encore connue. Oui, eh bien, moi la mienne non plus n'est pas encore connue, alors ça tombe bien. Alors informez-nous. Bon, ouais, c'est ce que je fais, je crois. Bon. Mais apparemment, ça passe par une oreille, ça sort par une autre. Vous le faites par une polémique, par une tout à l'heure, alors on ne peut pas en sortir. Non, mais bon, moi j'aime bien que les gens s'écoutent mutuellement. Et ça me paraît fondamental. Ce serait alors, bien, non, je veux dire, il y a des preuves d'écoute ou pas d'écoute. Bon, alors effectivement, s'écouter mutuellement, ça veut dire, vous avez dit ceci, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord, etc. C'est pas de sortir son disque en disant, maintenant c'est à moi de faire mon disque. C'est chacun, il faut écouter et réagir par rapport à ça. Il ne s'agit pas de laisser parler l'autre, il s'agit que chaque mot que je prononce soit en rapport avec ce que l'autre a dit avant moi. Mais là, c'est absolument intellectuel. Bon, parce qu'il y a des gens qui arrivent, vous savez, c'est comme dans des colloques, les gens arrivent, ils ont leur conférence déjà toute prête, ils parlent au bout de 10 heures, ils font leur conférence, ce que les gens ont dit avant, ils n'en tiennent absolument pas compte. Il faut, quand quelqu'un parle... C'est un débat, ça n'est pas un exposé que vous demandez. Dans un colloque, c'est un exposé que chacun fait, mais ce n'est pas un débat. Mais c'est donc, la seule fois où j'ai assisté à vos colloques, je suis parti éclairé. C'est exactement le contraire. Vous écoutez pas, je viens de dire le contraire. Écoutez-moi une minute. Parce que les astrologues se battaient entre eux,
et que c'était pas du tout pour ça qu'on était venu. Ah bon, d'accord. Bon, alors vous m'avez dit, moi j'ai pourquoi je dispute-t-il? Il me dit, mais j'aime bien, vous m'avez dit, j'aime bien quand il y a un débat comme ça, c'est vivant, c'est animé. Oui, mais qu'est-ce qui en sort? Et quand des gens arrivent, chacun fait son petit numéro, ils ont laissé parler les gens pendant 10 heures, il fait son numéro sans tenir compte de ce qu'ont dit les gens avant lui, vous croyez que c'est sérieux? Mais vous croyez que quand il y a des conférences, je peux vous donner des tas de congrès qui sont organisés actuellement, chacun arrive avec son petit numéro, il arrive, je dirais même, les conférences sont déjà écrites, sont déjà publiées avant même que la conférence se fasse. Seulement, à ce moment-là, il ne faut pas faire un exposé, et il faut laisser les autres s'exprimer. Quand ils lèvent la main, ils disent, bon, il ne faut pas vous jusqu'au bout de votre discours, parce qu'après les idées s'échappent, et quand quelqu'un lève la main, dites, bon, vous avez quelque chose à dire pour ce que je viens de dire. Parce qu'on ne peut pas prendre en bloc tout ce que vous venez de dire, c'est pas possible. Alors, on peut pas prendre. Alors on peut dire exactement la même chose. Quand quelqu'un, à son tour, parle et dit en bloc quelque chose, ça n'est pas non plus une solution. Mais je vous signale que je suis loin d'avoir dit en bloc tout ce que j'avais à dire. Non, hein. mais... J'ai essayé seulement d'en placer une, il D'accord. m'a filtré un tout petit peu. Non, mais pas du tout. En tout cas, ça n'était pas en phase, malheureusement. Mais donc oui, effectivement, mais c'est pas de non, ma faute. mais si, parce que vous vous attaquez à quelqu'un. Mais je n'attaque pas. Non, mais vous attaquez à des vous parlez de propos qui n'ont même pas été tenus avant vous. On parle de l'astrologie, oui ou non? Alors donc tout ce qui est de l'ordre de l'astrologie, on peut le mettre comme ça sur mais le... Je rajoute de l'eau à votre moulin en disant qu'il y a une nouvelle astrologie qui est en train de se mettre en place et qu'il faudrait peut-être en tenir compte. Oui, sauf que cette astrologie que vous dites qu'elle est nouvelle, elle prend exactement le contre-pied de celle que je viens d'exposer. Et pourquoi pas, puisque c'est ce que vous voulez? Quoi? Qu'on prenne le contre-pied. Non, pas en bloc, qu'on discute de tels arguments. Oui, mais si vous nous laissez en placer... Eh bien, justement, on vous demande de réagir à ce qui a été dit, et pas de sortir un truc qui est déjà tout fait. Il n'est pas Clé en main. fait, il est à faire, justement. Non, mais je veux dire, l'histoire de l'être... Bon, alors, de toute façon, est-ce que quelqu'un a compris... bon, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, vous vouliez... Bon, c'est vrai que vous avez votre propre approche des choses, mais pour moi, qui suis un spécialiste depuis 40 ans des astrologues et de ce qu'ils disent, pour moi, je dis que vous êtes encore dans une optique qui est celle de revisiter ce qu'on appelle le thème astral. Hein. Vous le revisitez en lui proposant d'autres formes, d'autres grilles de lecture, mais c'est quand même le thème astral que vous revisitez, c'est quand même la vie de la personne que vous revisitez et que vous essayez de comprendre. C'est la vie intérieure, c'est la vie de l'âme. Mais c'est de cette personne en particulier. Tout à fait. Bon. Or, justement, moi je dis, ça existe, mais ça n'est pas de l'astrologie. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que lorsque le signal fort collectif se dissolvait, on arrivait à un processus de conscience hyper individualisé et hyper spécifique, et que ça n'était pas de l'astrologie, mais j'ai dit aussi qu'il y avait une certaine astrologie qui n'avait fait que s'occuper de ça. Non, l'astrologie n'a fait que de s'occuper de la personnalité. Pas de l'âme. Mais peu importe. Non, c'est très important. Non, mais il reste que malgré parce tout... que l'humanité doit évoluer. C'est pas la même chose. Non, mais attendez. Le corps et l'âme, vous demandez une c'est contradiction, deux je la donne. Laissez-moi au moins parler. Oui. D'accord? Bon. On n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Aucun astrologue ne l'a jamais fait. Mais je suis d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Oui. Et c'est pour ça que je leur demande d'apprendre cette astrologie. Parce qu'elle est fabuleuse, elle est magnifique, elle est immense. Elle concerne l'être humain, c'est vrai. Mais à travers l'être humain, elle concerne toute l'humanité. Mais bien évidemment. C'est pas une astrologie égocentrique, loin de là. Non, mais c'est quand même la manifestation spécifique de chacun. Attendez, je vous laisse parler. Oui, moi j'ai... Un tout petit peu. Oui. Une personne qui évolue, une personne dont l'âme s'ouvre, une personne qui devient meilleure, va se mettre à rayonner sur son entourage. Elle va faire du bien à son entourage. Et parce qu'elle va lui faire du bien, les autres aussi vont tout d'un coup rentrer dans un courant énergétique de bonification qui va peu à peu rayonner aussi autour de lui. Et c'est comme ça que toute l'humanité va changer. L'humanité, elle va changer par l'intérieur. Elle ne va pas changer par l'extérieur. Elle ne peut pas changer par l'extérieur. La preuve, c'est qu'elle patauge là-dessus depuis des millénaires et elle n'est pas encore arrivée. Les choses ne peuvent évoluer et grandir que par le travail intérieur. C'est pourquoi le travail de l'être humain en son âme est fondamental. Et ce n'est pas une question de prévision, de prédiction, d'ego, de petits événements, c'est pas ça du tout. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais maintenant, il est temps, à l'ère du Verseau, que nous passions une autre dimension plus ouverte. Il faut que notre conscience devienne un entonnoir qui reçoit des énergies et qui les retransmet. Avec le Verseau, c'est... Vous êtes contre ou vous n'êtes pas contre. Moi, je trouve que la vraie astrologie, la vraie influence cosmique, elle est faite pour faire dégager en nous des énergies, des vibrations positives. On en a marre du Non, mais justement, c'est ça. On en a marre de la polémique. Non, il n'est pas contre.
Il est contre le fait de l'appeler encore astrologie. Non, il est contre le fait que je m'occupe de l'être humain dans son unité. Lui, il voudrait qu'on s'occupe d'une astrologie mondiale. Mais ça n'empêche pas de s'occuper d'une astrologie mondiale. C'est l'astrologie de l'obscurité, ça. Non, Mais non, c'est tout le contraire. Non, il n'est pas contre le fait que tu t'occupes de l'être humain dans... Mais je m'occupe de l'être intérieur, je ne m'occupe pas Non, de... il est contre le fait qu'on l'appelle encore astrologie. Alors appelons-la astrosophie, cette astrologie-là. Moi, je l'appelle astrologie sacrée. Mais oui, tout à l'heure j'ai dit, Cléa, j'ai dit tout à l'heure, et je crois que ça aurait été quand même souhaitable j'ai dit tout à l'heure, j'avais bien prévu déjà ça, j'avais déjà proposé, j'avais dit, il y a effectivement une certaine astrologie, et j'ai dit, à côté, il y a une autre astrologie, je l'ai dit. C'était par rapport à ça. Je l'ai bien dit. J'ai dit qu'effectivement, il y avait la tentation. Je n'ai pas cessé de le dire. Il y avait la tentation. Bien entendu. Bon. Et bien, mais quand vous avez pris la parole, vous n'avez absolument pas réagi par rapport à ce que j'ai dit. J'ai réagi quand j'ai dit que cette astrologie dont je parle n'est pas l'astrologie de l'ego ni de la personnalité. Non, mais ça n'en est pas moins une astrologie qui s'intéresse. Alors, je ne sais pas comment ils font. Chaque mot, il y a. Bon, comment? L'individu. Eh bien, justement. Oui, mais à un autre niveau de conscience. Mais d'accord. Mais ça, on vous accorde tous les niveaux de conscience que vous voudrez, quel que soit le niveau de conscience que vous voudrez, ça reste quand même l'individu.